De par mes spécialités, je suis au plus près des secrets de famille. Et laissez-moi vous dire que la réalité dépasse bien souvent la fiction. La famille Flore était à ce titre totalement symptomatique. À première vue, ils étaient extrêmement fusionnels puisque 3 générations vivaient sous le même toit alors que l'argent ne manquait pas. Roger, 70 ans, veuf, côtoyait ses 2 filles Valérie et Nathalie et leurs maris Jean-Marc et Étienne, tous deux respectivement 47 et 50 ans, auxquels s'ajoutaient 2 des 4 enfants des couples, Karine et Benjamin, 25 et 30 ans. Bien répartis dans une grande demeure, chaque génération avait son indépendance et ses petites habitudes. Roger, sa collection de timbres, Karine et ses participations à des télécrochets populaires qui faisaient la fierté des Flore, véritables stars de cette petite commune de l'Aveyron. Ils organisaient souvent de grands banquets pour les anniversaires, les cousinades ou encore des événements entre amis auxquels jeunes et moins jeunes participaient. Une véritable famille de séries télé américaines à qui il ne manquait que les rires en boîte. Trop belle pour être parfaitement propre. La mort de Roger était venue chambouler cette belle chorale. Après sa mort, Frédéric, un ami de la famille depuis 40 ans qui venait très souvent le voir, avait transmis son acte d'état civil au notaire, portant transcription d'un jugement de reconnaissance de paternité. L'ensemble de la famille avait appris médusé que Frédéric était le fils de Roger et donc, par conséquent, le demi-frère de Jean-Marc et Valérie. On va alors apprendre que Roger ne collectionnait pas que les timbres, mais qu'il avait aussi un beau passif en matière de maîtresse. L'une d'entre elles lui avait donné un fils dont il ne s'était jamais départi, mais dont il avait volontairement dissimulé le lien filial. Frédéric savait tout cela et avait vécu une vie à dissimuler, souvent au prix d'une terrible souffrance affective, son véritable lien avec Roger, son père. Mais loin d'être la fin de son calvaire, ce fut le début d'un autre combat pour cet homme. Au lieu d'être accueilli comme un frère retrouvé, c'est en éternel menteur et en héritier encombrant qu'il fut traité par sa chère famille de sang. Méfiance, défiance, sentiment de trahison, il était devenu le coupable idéal de la tromperie de Roger, lui qui en était d'abord la victime. C'est là que le rôle de l'avocat prend tout son sens. Au-delà de la dimension juridique, c'est aussi un véritable travail de médiation qu'il convient de mener. La psychologie et l'affect s'invitent alors dans mon cabinet. Valérie, la fille aînée de Roger, avait fait un transfert. Elle faisait payer la tromperie de son père à ce pauvre Frédéric, alternant des phases de déni et des phases plus violentes où se mêlaient suspicion et attaques ad hominem. Pour pouvoir l'emmener au dialogue, j'ai convaincu son avocat pour qu'on puisse organiser une réunion collaborative des parties. Mon rôle a été de lui faire prendre conscience qu'elle prêtait à mon client des attitudes et des intentions qui n'étaient absolument pas les siennes. Cela ne s'est pas fait en une séance, mais mes efforts ont payé. Certes, le mythe de la famille modèle avait été bien écorné, mais le dialogue était établi. Il y avait finalement une communauté de vécu autour de la personnalité de Roger qui était le geôlier de ce secret de famille. Un vécu en pointillé, mais les histoires de famille se dessinent rarement en lignes claires. Alors que le dossier de l'héritage se soldait à l'amiable, Frédéric a eu ces mots à mon égard. « Maître, vous avez agi au-delà de mes espérances, mais surtout au-delà du droit. Les familles ont des racines qui peuvent parfois être enchevêtrées. On ne devient pas avocat en droit patrimonial de la famille par hasard. Il faut avoir un goût pour les relations interpersonnelles complexes où les intérêts affectifs sont mêlés aux intérêts financiers. Charge à l'avocat de les démêler, de dissoudre le plomb pour faire éclore une famille en or. »